Merci de votre invitation. Peut-être faudrait-il commencer par essayer de comprendre le point de vue de l'adversaire. Je rappelle les chiffres. Aujourd'hui, il y a environ 20 négociations qui sont menées par l'Union européenne à des fins d'accords commerciaux. Donc on a beaucoup parlé là du TTIP ou du CETA avec le Canada, mais il faut savoir que l'Union européenne négocie avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, vient de signer un accord avec le Vietnam, le Japon, que l'Union européenne prépare un très gros accord avec le Mercosur, donc une grande partie de l'Amérique du Sud. Bref, que se multiplient depuis quelques années des négociations commerciales. Le premier argument de la Commission, c'est de dire, comme l'OMC, à laquelle Marisa faisait allusion, ne fonctionne plus, comme le multilatéralisme ne fonctionne plus, nous sommes obligés de négocier de façon bilatérale. Le deuxième argument, c'est d'ailleurs un argument qui avait été donné par M. Barroso, du temps où il était président de la Commission, au milieu des années de 2000, 2005, 2006, je ne sais plus. C'est l'argument qu'il avait donné pour lancer la négociation sur le TAFTA avec les États-Unis. Il disait on a un problème en Europe, la croissance est molle, voire atone, et la seule façon pour relancer la croissance et créer des emplois, c'est le commerce. Parce que évidemment, dans l'esprit de Barroso et des libéraux, il n'était pas question de relancer l'investissement en Europe, puisque au contraire, il préconisait l'austérité, et qu'il était encore moins question de relancer les salaires, la consommation populaire, etc., etc. Donc il y a un lien, parce que c'est important de comprendre le projet idéologique qui sous-tend cet activisme en matière de libre-échange. Il y a un lien entre les politiques d'austérité menées en Europe et le choix de la droite et des libéraux de multiplier les accords de libre-échange. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le TAFTA, qui pour l'instant a échoué, enfin le TTIP, on va dire, et le CETA sont très intéressants parce que, ils le disent eux-mêmes, ceux qui sont en train de négocier ces accords, ce sont des accords de nouvelle génération. Jusqu'à maintenant, les accords de libre-échange, c'était essentiellement pour faire baisser les tarifs douaniers. En gros, telle marchandise est taxée à 30% quand il arrive sur le sol européen, vous le baissez à 5% et nous, en échange, on fait pareil. Là, dans le TAFTA et dans le CETA, l'idée est moins de baisser les tarifs douaniers qui sont déjà de toute façon faibles, puisque nous échangeons avec les États-Unis, nous échangeons avec le Canada. L'idée fondamentale, c'est une harmonisation des règles et des normes. C'est ça le principal objectif des négociations actuelles. Donc les normes phytosanitaires, sanitaires, sociales, environnementales, même si officiellement, la principale harmonisation qui est recherchée, c'est l'harmonisation dite technique. Par exemple, on va vendre des véhicules électriques aux États-Unis et on dit mais oui, mais on n'a pas les mêmes prises électriques, on n'a pas la même façon de fonctionner, on va harmoniser techniquement les normes. Sauf que, évidemment, quand on regarde dans le détail le texte des traités, il s'agit d'aller bien au-delà, puisque les normes sanitaires, par exemple, sont aussi à l'ordre du jour des négociations. Ce qui m'intéresse, moi, parce qu'on vient de parler longuement, c'était très intéressant sur le NAFTA, sur l'ALENA, il y a un point que tu n'as peut-être pas assez soulevé, et j'y reviens, c'est que dans l'ALENA, il y a un chapitre qui consiste à dire on va organiser la coopération réglementaire, c'est-à-dire harmoniser les normes entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. La coopération réglementaire, ce sont des experts, des techniciens, qui, sans contrôle politique, travaillent en petits groupes pour harmoniser telle ou telle norme dans tel ou tel secteur industriel ou tel secteur agricole. Or, aujourd'hui, je rencontrais des syndicalistes américains il y a quelques semaines à Bruxelles, et ils me disaient que sur bien des domaines, la coopération réglementaire continue à se faire dans une opacité totale et sans qu'il y ait aucun contrôle politique. Or, précisément, c'est aussi le projet de la Commission quand elle négocie des accords. Elle dit, voilà, sur telle ou telle question, il faudra qu'on harmonise les règles, et pour cela, il n'y a pas besoin d'un contrôle politique, puisque c'est technique, c'est des experts, et que ça rentre hors du champ de la négociation.
Donc non seulement il y a un projet de dérégulation, ça vous l'avez très bien dit, Marisa et Tam, qui est évident, mais il y a quand même aussi sous-jacent l'idée de déposséder progressivement les États, les parlements et donc les citoyens de leur pouvoir de décider ce qui doit être fait ou non en matière industrielle, en matière agricole, etc. etc. Et évidemment, le point nodal de cette problématique, c'est l'ISDS, c'est-à-dire les tribunaux d'arbitrage privés qui vont régler les différends entre les multinationales d'un côté et les États de l'autre. En effet, ce n'est pas nouveau, hein, il y a beaucoup d'ISDS, et là où ça devient préoccupant, prenons par exemple les États-Unis, c'est que vous n'allez pas négocier avec la PME du coin. Hein, les entreprises qui vont saisir les tribunaux d'arbitrage sont des multinationales énormes avec une cohorte d'avocats, généralement très bien payés, et qui vont contester le droit des États à légiférer sur tel ou tel sujet. Ça peut paraître abstrait, mais concrètement, quand on regarde les différents cas d'arbitrage des dernières années, c'est des choses très concrètes. Par exemple, Philip Morris a attaqué l'Australie auprès d'un tribunal d'arbitrage parce que l'Australie avait changé sa législation sur le tabac. Et Philip Morris disait, bah oui, mais nous, on a un manque à gagner. On avait escompté des profits de temps et vous nous en privez en changeant de législation. Donc, on demande une réparation. C'est-à-dire qu'on demande une réparation par rapport aux profits qu'on prévoyait. C'est même pas par rapport aux profits qu'on faisait naguère, c'est par rapport aux profits qu'on a prévus. De la même façon, vous avez plusieurs grosses boîtes anglo-saxonnes qui ont attaqué l'Équateur il y a quelques années parce que l'Équateur a décidé de nationaliser une partie du secteur des hydrocarbures et que les entreprises, je crois que c'est Shell de mémoire, disaient « Ah oui, mais nous, on exploitait jusqu'à maintenant tel gisement, donc on a un manque à gagner, et le fait que vous ayez changé de législation mérite que nous ayons des réparations. » Alors, les entreprises ne gagnent pas toujours, mais parfois elles gagnent. Par exemple, l'Uruguay a été condamné à une amende très importante parce qu'ils avaient eux aussi choisi, dans le cadre de la législation sur les hydrocarbures, de socialiser une partie de la production. Donc on est quand même en face de ça, c'est-à-dire à la fois une entreprise de dérégulation, mais aussi une entreprise de dépossession du pouvoir politique. J'ajoute, parce que c'est très important pour que vous l'ayez en tête, il y a eu la mobilisation sur le TTIP. Le TTIP, c'était ce qu'il y avait de plus visible, parce que c'est le modèle américain, parce que c'est les États-Unis, parce que l'Europe avait beaucoup à perdre, en réalité. Mais il y a des accords qui sont en train d'être négociés beaucoup plus discrètement, et qui, à mon avis, sont 10 fois plus dangereux que le TTIP. Je veux parler du TISA. Le TISA, en France, on n'en parle quasiment pas. C'est une négociation qui se passe en Suisse, dans une opacité totale, et en gros, ça réunit à peu près une cinquantaine de pays, hein, les pays qui se disent amis du commerce et des services. Et c'est une négociation qui vise purement et simplement à déréguler toutes les législations sur les services, y compris des services qui, pour nous, Français, pourraient paraître évidemment publics. Je parle de la santé, je parle de l'éducation, et je parle des services, par exemple, le traitement des eaux usées, les déchets, tout ce qui, pour nous Français, ça paraît évident que ça c'est du domaine public, mais c'est dans le cadre de la négociation du TISA. Et là, pour le coup, la mobilisation populaire, elle se fait attendre, alors que les implications d'un tel accord sont, à mon avis, 10 fois plus dangereux, et d'ailleurs représentent bien ce que je disais, c'est-à-dire à la fois la volonté des grandes entreprises et des multinationales d'arriver à des sociétés sans règles, sans normes, en tout cas sans normes fixées par le législateur, donc le représentant du citoyen, mais aussi, évidemment, d'une privatisation et d'une marchandisation générale. Quand on parle des services, on parle aussi, par exemple, des données personnelles, ce qu'on appelle les data. Ça, c'est aussi aujourd'hui en négociation, et c'est les principaux enjeux pour nous, progressistes, pour demain. C'est comment on fait pour protéger les données personnelles, comment on fait, en fait, pour que tous les domaines de la vie échappent au marché et au règne de l'argent. Et derrière ce débat sur le libre-échange, il y a évidemment cette question. J'ajoute, parce que, pour aller vite, qu'il y a une question dont on n'a pas parlé, mais qui est tout aussi importante, c'est que l'Europe négocie avec
avec des pays développés, mais elle négocie avec des pays très peu développés auxquels elle impose des normes insupportables. Je veux parler des APE, des accords commerciaux avec tous les pays d'Afrique, qui font l'objet d'accords totalement vexatoires, mais au-delà de ça, qui imposent aux pays africains qui sont pourtant en grande difficulté des dérégulations, des libéralisations de leur marché, notamment en termes agricoles, qui clairement vont contribuer à les appauvrir. Là aussi, c'est un sujet dont on parle peu, seules quelques ONG s'en saisissent et quelques parlementaires, mais si on veut écrire un agenda pour une alliance progressiste, évidemment, il y a aussi ça, c'est-à-dire renouer avec une logique de co-développement plutôt qu'une logique d'exploitation pure et simple de pays qui, pour l'instant, ne peuvent subsister qu'en vendant des matières agricoles et des matières premières. Donc vous voyez que si on fait le bilan aujourd'hui de toutes ces négociations commerciales, le point commun, c'est évidemment que leurs promoteurs veulent dessiner un monde où, l'argent est la mesure de toute chose, mais ça c'est évident, et où deux, progressivement, on se passe des États. Et donc ce qui va avec, c'est-à-dire des citoyens. Donc le danger est grand, en même temps les réactions sont quand même salutaires, parce que aux États-Unis aussi, il y a des mobilisations. Ça a été le cas sur le TTIP, ça allait aussi même sur le traité transpacifique, je ne sais pas comment dire en anglais, j'ai oublié, mais TPP, voilà. C'est le cas en Europe. Nous devons, à mon avis, accélérer le rythme et proposer autre chose. Et là, je reviens à l'introduction de Marisa en conclusion. La première chose, c'est que nous ne devons pas avoir peur de dire que nous sommes pour des protections. Moi, j'irais même jusqu'à dire, moi, je suis pour un protectionnisme intelligent. Je trouve totalement absurde, alors qu'on passe notre temps à dire qu'on veut produire local, qu'il faut développer les circuits courts, qu'on veut respecter l'environnement. Je trouve totalement absurde qu'on puisse dire ça et en même temps accepter qu'on négocie une ouverture au marché agricole pour des pays qui sont à plus de 10 000 km d'ici. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, intensifier des accords avec des pays qui sont aussi loin. Ça veut dire plus de transport, ça veut dire plus d'empreinte carbone. Bref, c'est une détérioration de l'environnement au nom du commerce. Donc oui, il faut assumer à un moment qu'on est contre ça et donc on est pour une forme de protectionnisme intelligent parce que par exemple en Europe, on peut totalement assurer notre subsistance alimentaire. On n'a pas besoin d'importer encore plus de bœuf, encore plus de porc. Si vous prenez tous les accords qui sont actuellement négociés par l'Europe, vous aboutissez totalement à une déstructuration du marché agricole, mais en plus, vous allez totalement à l'encontre des objectifs de la COP21. Donc moi, je pense qu'il faut assumer une forme de protectionnisme. De la même façon, il faut assumer que si accord commercial il y a, il faut mettre des conditionnalités. Conditions sociales, conditions environnementales. Je rajouterai un point parce que c'est d'actualité. Conditions fiscales. Aujourd'hui, on s'émeut, après les Paradise Papers, de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, de tous ces pays qui permettent aux grandes entreprises de quasiment pas payer d'impôts. Et en même temps, on signe des accords avec eux. On signe des accords commerciaux avec eux sans jamais évoquer la question de la législation fiscale. Donc là aussi, si l'Europe veut être ambitieuse, et si nous, les progressistes, nous voulons rompre avec ce système-là, il faut proposer de la conditionnalité fiscale. Voilà, très rapidement, moi je pense qu'il est totalement possible d'articuler un discours de gauche autour des protections et de la re-régulation, mais pour ça, évidemment, il faut organiser la convergence des luttes, et ce qui veut dire qu'au-delà de nos différents partis, de nos différentes organisations, il faut être capable de trouver des mots d'ordre communs pour demain. C'est absolument possible, c'est à notre portée, on l'a montré au moment du débat sur le TTIP, mais il faut se mobiliser davantage. J'espère qu'un forum comme celui d'aujourd'hui y contribuera. Merci.